Donc Stéphane, je te passe la main pour cette première conférence du réseau français de dynamique des systèmes et merci encore d'avoir pris ce temps de réunir toutes les preuves aujourd'hui de cette histoire et notamment de nous la présenter. Donc voilà, 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions ensemble. Alors, attends, si j'ai un petit problème, je suis bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Je ne vois plus ma souris. Je sais plus, c'est un fichier volumineux. Non, 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 Ouais. mais c'est bizarre, ça. Ah, Là, ça défile, hein. ça y est, c'est bon, ça a l'air de marcher. Euh, j'ai juste ce truc là au milieu qui ne veut pas partir. On le voit pas, hein. Ouais, ouais, je sais. Et c'est embêtant pour lire si tu veux. Ah, c'est dingue ça. Ah, voilà, pardon. Ok, ça prenait juste un tout petit peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Ok, c'est bon. Euh, donc voilà, donc comme je disais à Arnaud, j'ai fait un petit retour en arrière dans le passé pour récupérer les informations que j'avais à ma disposition et puis euh, euh, me rappeler aussi l'expérience du travail que j'ai effectué avec Michel Karski pendant une quinzaine d'années. Bien sûr, cette présentation est une présentation sur laquelle probablement il manque des choses, parce que je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé en France depuis 1973. Peut-être que dans la discussion, ce sera intéressant de voir quels sont les manques qu'il peut y avoir ou les choses qu'il faudrait ajouter sur cette histoire. Donc j'ai commencer par essayer de classer les choses par période. Là encore, ça n'engage que moi. J'ai proposé quatre périodes. J'ai hésité à en proposer cinq. J'en parlerai à la fin. Mais là, je proposais quatre périodes pour évoquer cette histoire de la dynamique des systèmes en France. Donc, j'ai commencé la période en 1973 avec une fin en 1982 pour parler en fait finalement de l'arrivée de la dynamique des systèmes en France. On verra, donc identifier des précurseurs, hein, des gens qui ont travaillé et sont ressortis, on va dire, sur cette histoire de la dynamique des systèmes en France. Il en manque peut-être, vous me le direz. Et puis ensuite, j'évoquerai donc les différentes conférences qui ont eu lieu au milieu depuis le début des années, milieu des années 70 jusqu'en 82, des conférences donc qui ont eu lieu en France ou en Europe sur la dynamique des systèmes, à l'initiative, pour la plupart, hein, de Français. Ensuite, une deuxième période où là, j'ai appelé ça les tentatives de développement de la dynamique des systèmes, et j'ai voilà, trois points que je souhaite évoquer qui sont importants pour moi dans cette période, qui sont la création de la Société dynamique des systèmes, l'aventure Elf de Michel Garski, parce que, à ma connaissance, il est, disons, un des seuls à avoir appliqué hein, la dynamique des systèmes concrètement dans une grande société. Donc, ça me semblait suffisamment important pour qu'on en parle. Et l'AFSET, avec quelques événements majeurs durant ces années-là sur la dynamique des systèmes. Ensuite, une autre période, 90-2000, où là, bon,
c'est une période que moi j'ai vécue. Et là, j'ai appelé ça donc aussi tentative de développement avec la création de KBS par Michel Karski, donc société française dédiée à la dynamique des systèmes, avec donc du coup de nombreuses applications de la dynamique des systèmes dans des grandes entreprises. Les enseignements qui se développent aussi durant ces années-là. Et il me semblait aussi important d'évoquer la partie logicielle, qui est une part importante en fait du business case de KBS pour le développement. Et puis après, donc une autre période de 2000 à aujourd'hui, où j'évoque un ralentissement donc on va dire du développement de la dynamique des systèmes par différents événements que j'évoquerai. Et à la fin, c'est là où j'hésitais à mettre une deuxième période, une cinquième période, pardon, une période de rebond de la dynamique des systèmes par voilà, différents événements qui me semblent importants et qui peut-être marquent un rebond de l'intérêt de la dynamique des systèmes en France. Donc, je vais commencer par la première période. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues parce qu'elles sont inscrites dans des articles que je cite à la fin, qui sont mes sources. Donc pour les principaux précurseurs, donc j'évoque évidemment Michel Karski et Joël de René. Donc Michel Karski et Joël de René ont travaillé, ont fait leurs études et ont travaillé au MIT donc entre 73 et 75. Michel Karski, j'ai évoqué ça du coup le week-end dernier avec sa femme qui me disait et qui me confirmait que quand il est revenu des États-Unis, il avait la ferme volonté de développer la dynamique des systèmes en France. Et il organise une conférence à Lyon, une des premières conférences à Lyon en 1977, et il entre chez Elf. Alors, je ne sais pas exactement en quelle année, mais c'est dans ces années-là qu'il rentre chez Elf avec mission de faire de la dynamique des systèmes. Hein. Donc, ça, c'est un point important qu'il faut noter. Et puis Joël de René, donc lui, a organisé une conférence à Rouen un an après Michel, en 1978. Et puis surtout, il publie un livre qui est connu et qui marque, on va dire, le premier livre qui démocratise la dynamique des systèmes, qui parle de la dynamique des systèmes, de la démarche dans le macroscope. Après, on a deux autres personnes qui sont importantes. C'est Jean Lebel, qui lui organise la première conférence dédiée à la dynamique des systèmes à Toulouse. Et puis Bernard Polleret, qui écrit un article et qui évoque donc la dynamique des systèmes dans une conférence en 1980. J'ai pu, moi, rencontrer Bernard Polleret. Il venait souvent à KBS nous faire quelques petites visites pour voir comment ça allait. Et puis, j'ai rencontré une fois le Joël de René lors d'une conférence. Je m'étais présenté à lui comme travaillant avec Michel Karski. Et c'est marrant parce qu'il m'avait dit, voilà, celui qui a importé la dynamique des systèmes en France, c'est moi. Hein, donc c'était assez rigolo de voir. Il y avait voilà, une espèce de petite concurrence, on va dire, sur l'origine de l'arrivée de la dynamique des systèmes en France entre Michel et Joël de René. Donc voilà, donc pour moi, c'est les principaux précurseurs. On verra tout à l'heure dans la discussion si j'ai oublié quelqu'un d'important. Alors après, on l'a encore, les articles, hein, l'article qui m'a servi pour faire donc cette première euh, conférence sur l'histoire de la dynamique des systèmes, c'est donc voilà un article qui rappelle et qui liste l'ensemble des conférences qui ont eu lieu en France avec la première conférence que j'évoquais tout à l'heure de Jean Lebel en 1975 jusqu'à
la conférence de 1983 à Manor, qui a voilà, représenté un entrelacement de plusieurs traditions de conférences jusque-là distinctes dans le domaine de la dynamique des systèmes. Le fait que Michel Karski et Bernard Polleret rappellent également que la première conférence entièrement consacrée à la dynamique des systèmes a bien eu lieu à Toulouse, organisée par Jean Lebel. Et en fait, c'est toutes ces conférences qui, à un moment donné, vont amener l'idée de créer la société de dynamique des systèmes. Et là, on va rentrer dans une autre phase où on peut parler donc voilà, de naissance de la société de la dynamique des systèmes et donc des tentatives de développement. Et cette société de dynamique des systèmes va donc évidemment être là pour favoriser ces tentatives de développement. Alors, comment elle est née? Donc dans l'article, les auteurs expliquent hein, cette mécanique qui a donné lieu à donner naissance à cette société. Donc c'est d'abord Jean Lebel en 80 avec Bernard Polleret qui ont l'idée de créer une société transnationale de dynamique des systèmes. En 82, il y a donc la conférence de l'Association française pour la cybernétique économique et technique, donc l'AFCET, donc je dirai deux mots aussi tout à l'heure, entérine une résolution de création d'une société. Et en 1983, la Société de dynamique des systèmes est créée, et Jay Forrester est donc le premier président de cette société. Et c'est donc lors de la conférence de Pine Minor qu'on lance le prix annuel Jay Forrester, qui a encore lieu aujourd'hui hein, tous les ans. Et en 1985, on a le premier numéro de la revue de dynamique des systèmes, System Dynamics Review. C'est donc Eric Welstenholm, anciennement rédacteur en chef de Dynamica, qui va donc prendre en charge, en collaboration avec Richard Richardson, qui est vice-président, les publications. Et d'ailleurs, la première publication hein, de la revue Dynamique des systèmes prendra le backlog de Dynamica. Voilà. Et donc, j'ai donc là mis quelques informations hein, sur la composition hein, de cette société avec au démarrage avec comme président Jay Forrester. Et puis, on retrouve des noms. Des noms connus comme Moorcroft, Jorgen Randers, le vice-président donc était Jean Lebel, un Français à l'époque, et voilà, quelques noms Meadows, etc., qui sont des noms évidemment importants de la dynamique des systèmes. Après, donc la société dynamique des systèmes, je tenais à le noter parce que c'est quelque chose qui me paraît important. C'est bien qu'elle soit née en France, finalement, elle n'a jamais eu lieu en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'a jamais organisé aujourd'hui de conférence de dynamique des systèmes. C'est pour ça que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'évoquais le fait que peut-être on aurait pu organiser une de ces conférences. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de conférence en dynamique des systèmes. Hein. Je dis que sur la Société dynamique des systèmes, il n'y en a pas eu. Et puis, à noter que bon, voilà, c'est une alternance entre les États-Unis et d'autres pays du monde en général, et qu'il y a eu pas mal de conférences qui ont eu lieu en Norvège, Norvège étant un pôle important en Europe, hein, le plus important, on va dire, de développement de la dynamique des systèmes. Ensuite, donc sur la partie développement, donc on a cette société qui est créée, qui va donc essayer de lancer le développement de la dynamique des systèmes dans le monde. Et on a, je l'évoquais tout à l'heure, l'aventure de Michel Karski, donc qui revient du MIT, qui a un rôle évidemment dans la société dynamique des systèmes et qui rentre chez ELF pour faire de la dynamique des systèmes. Donc Michel
à l'origine, donc c'est un ingénieur de Supélec, et puis après donc, des études au MIT, il devient l'un des premiers spécialistes français de dynamique des systèmes. Euh, il, pour lui, l'époque où il est chez Elf, euh, il note que on a finalement, durant cette période, une diminution de l'attrait des étudiants pour la dynamique des systèmes et au contraire un accroissement dans certains organismes publics. Et du coup, il note qu'il y a un décalage en fait durant cette période-là, entre le fait qu'il y a certaines grandes sociétés qui essayent de développer la dynamique des systèmes, mais qui ont des difficultés parce que bah, finalement, il y a peu de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser les travaux qui sont à faire. Et du coup, ce croisement entre ces deux points font que ça a du mal à décoller et à démarrer. Là, c'est ce que constate Michel et qu'il révèle dans un certain nombre d'articles. Euh, et donc, voilà, chez Elf, il a développé donc, deux modèles qui sont connus, sur lesquels d'ailleurs j'ai pas mal d'articles sur le sujet. Donc le modèle Marpet, qui est un modèle de dynamique du marché du mondial du brut, qu'il a fait tourner encore longtemps, même après avoir quitté Elf, hein, parce qu'au début des années 90, il continuait à travailler sur ce modèle pour voir si effectivement ce modèle continuait à produire des résultats euh, conformes à ce qui se passait. Et puis, surtout, il a appliqué la dynamique des systèmes au problème de comportement au travail. Donc, sur une étude menée en raffinerie sur le problème des portées, où là, il a commencé à, à- à partir voilà, dans un domaine, on va dire, plus qualitatif, parler un peu voilà, de problématiques plus liées à l'humain. Et je pense que c'est cette étude-là qui l'a mené ensuite à avoir, disons, une sensibilité avec Gérard Donadieu, qui, de son côté, développait, lui, des modèles sur la motivation d'un point de vue systémique. Et je pense que c'est cet intérêt et c'est cette étude-là qui l'a mené à, à une volonté de travail avec Gérard Donadieu. Euh, donc deux mots aussi sur l'AFSET. Donc l'AFSET a été créé c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y avait la Société dynamique des systèmes aux États-Unis, mais l'AFSET en France. Donc elle a été créée en 68. Il faut noter qu'elle est financée par l'industrie et ce qui montre bien que l'AFSET, donc depuis 1968 et puis jusqu'à ça, est financée par l'industrie et c'est un point important parce que ce qui va la faire disparaître finalement, c'est que à un moment donné, ben, l'industrie va petit à petit arrêter ses financements et du coup, ben, l'AFSET va être obligé de s'arrêter pour renaître sous d'autres formes. Donc, elle était organisée en collège. Elle comportait quand même plus de 4000 membres. Hein. Donc, c'est quand même voilà, une grosse association. Hein. C'est quand même assez important. Et puis, elle était organisée en collège avec notamment un collège donc, qui s'occupait de la systémique. Et donc à noter que Bernard Polleret a présidé l'AFSET de 1986 à 88. Donc Bernard Polleret, donc, qui s'intéressait à la dynamique des systèmes, est important. Donc c'est sous sa direction que la Revue internationale de systémique est créée au sein de l'AFSET. Et voilà, il y a eu de nombreux articles de systémique, dynamique des systèmes, etc., qui ont été publiés dans cette revue. J'en ai d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires. Pardon. Après, on passe à une autre période. Donc, pendant cette période entre 82 et 1990, on a
donc via ces trois éléments que je viens d'évoquer, des tentatives de développement. Michel Karski note l'intérêt de plus en plus important des entreprises il note qu'au début des années 90, l'enseignement également semble reprendre et que de plus en plus d'écoles et d'universités souhaitent avoir des enseignements au niveau de la dynamique des systèmes. Donc il juge que c'est le bon moment, en 1990, pour créer cette société et essayer de développer la dynamique des systèmes en France. Donc j'ai noté quelques modèles importants sur lesquels Michel a travaillé donc durant ces années. Évidemment, ils n'y sont pas tous, hein. Il y en a eu énormément. Donc, il a travaillé pendant longtemps sur l'hypertension. Il y a aussi le modèle que j'ai tenu à noter sur la catastrophe différée. Alors, ce modèle-là était très intéressant parce que c'était notre modèle un peu marketing. C'est-à-dire que quand on rencontrait un client et qu'on voulait lui expliquer ce qu'était la dynamique des systèmes, on lui présentait la catastrophe différée. Voilà, pour lui expliquer à quoi ça pouvait servir d'utiliser la dynamique des systèmes. Pourquoi? Parce que avec la catastrophe différée, donc on avait un écosystème qui, à un moment donné, montrait que selon certains scénarios et certains paramètres, eh bien, on pouvait avoir dans le temps une catastrophe apparaître liée à des causes qui avaient eu lieu 20 ans avant. Et donc, ça montrait bien que à travers la simulation, on était capable d'explorer la structure, la dynamique d'une structure pour voir quels étaient les scénarios dans le temps possible. Et donc, on essayait d'intéresser les clients, les décideurs à cette démarche pour qu'ils puissent eux aussi explorer finalement leur stratégie. Et c'est grâce à ce modèle d'ailleurs qu'on a eu quelques contrats, notamment à la sécurité sociale. C'est grâce à ça qu'on avait remporté des contrats ou des appels d'offres. Bon, il a travaillé aussi longtemps pour Renault. Euh, alors Renault, il a travaillé à un moment donné sur un... Il y a eu pas mal de modèles, mais celui sur lequel il a le plus travaillé, qui était le plus intéressant, c'était à un moment donné, c'était donc le début des années 90. Dans les années 80, il y avait trois modèles de voitures. Il y avait la petite, la moyenne et la grosse. Et puis, l'industrie a commencé à se développer, la gamme a commencé à se diversifier. Et du coup, eh bien, l'entreprise se retrouvait avec des modèles qui étaient concurrents au sein de sa propre gamme. Et donc, il voulait voir, explorer en fait cette nouvelle structure et pouvoir simuler ce que la vente de l'un donnait sur la vente de l'autre, les investissements sur le marketing, etc., pour pouvoir appréhender au mieux cette nouvelle ère industrielle. On a travaillé également pour Baxter pendant très longtemps. Donc Baxter, c'était une entreprise mondiale, mais il y avait une partie qui était basée en Belgique. Michel a travaillé pendant longtemps avec Baxter, avec donc un des patrons qui s'appelait Max Bataille, sur l'étude des processus industriels de fabrication de matériel médical. Donc, Max Bataille était intéressé par challenger en fait ces processus industriels et avait compris que la dynamique des systèmes pouvait l'aider à prendre des décisions importantes sur ces process. Ensuite, on a travaillé pendant longtemps sur la dynamique de la motivation. Donc, on avait un contrat. Donc, la dynamique de la motivation naît évidemment d'une collaboration entre Gérard Donadieu et Michel Karski. Et puis, ils réussissent à intéresser l'armée à ce travail. Et l'armée décide de financer
une étude pour élargir en fait ce modèle et y introduire un certain nombre d'autres mécanismes que ceux que Michel et Gérard avaient initiés. Donc c'est là que Michel m'embauche, puisque j'avais moi des connaissances sur on va dire la motivation générale ou des mécanismes qui pouvaient s'y rapporter. Et donc, on a travaillé pendant euh, 5 ou 6 ans sur le sujet et ça a donné lieu à la thèse que je cite un peu plus loin. Euh, pour France Télécom, on a travaillé aussi, enfin Michel a travaillé pas mal aussi pour France Télécom, euh, toujours pareil sur des problématiques de concurrence avec donc des technologies qui évoluaient, il y avait des mutations et donc mais ils avaient demandé à KBS de travailler sur la concurrence entre la liaison LSI et Commuté. Un autre modèle important sur lequel Michel a travaillé avec Patrice Salini et l'INRETS, ministère du Transport, c'est donc Simtrans qui travaillait sur un modèle qui exposait donc la concurrence entre rail, route, et puis qui a également travaillé sur les permis d'émission et qui avait présenté d'ailleurs à Kyoto le modèle Simtrans sur ce sujet-là. Voilà, puis après, il y en a plein d'autres, j'en ai cité quelques-uns, quelques clients, Eurocopter, l'agence de l'eau. On avait travaillé sur le marché de l'immobilier, la gestion de projets, des problématiques d'épidémie aussi dans les prisons. Enfin bon, il y avait un tas d'applications sur lesquelles on travaillait qui aboutissaient plus ou moins, euh, mais qu'on a rarement eu l'occasion, en fait, je le dirai plus tard, d'installer de manière pérenne dans l'entreprise, hein. C'est-à-dire que c'était souvent une étude et puis après ça s'arrêtait, malheureusement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, le développement de KBS donc, reposait sur les missions qu'on pouvait avoir avec les entreprises, les organismes de recherche, d'État, etc., mais également sur la vente, la distribution de logiciels. Et Bertrand Braunschweig et Michel Karski, donc Bertrand Braunschweig qui faisait partie c'était le B de KBS, hein. Alors le S, on l'a oublié parce qu'on ne sait plus qui c'est. En fait, il est resté très peu de temps, donc on a perdu son nom. Et en tout cas, Bertrand et Michel étaient convaincus que les logiciels, donc Stella, iSync, etc., que vous connaissez, allaient permettre de pénétrer le marché des entreprises et de démocratiser l'utilisation de la dynamique des systèmes. Donc moi, j'avais rencontré Bertrand Braunschweig au début des années 2000 quand j'avais repris la KBS. Et j'avais évoqué avec lui, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ces logiciels ne sont pas... Et lui me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi finalement ces logiciels s'étaient peu développés en entreprise, parce que pour lui, il était convaincu que ça allait se développer au même titre qu'Excel, et que ça allait devenir un outil sur les postes de travail pour tout le monde, comme aujourd'hui on utilise Excel, quoi. Pour lui, c'était vraiment c'était ça l'avenir de Stella et d'iSync, hein. Donc ça n'a pas été le cas, comme vous le savez. Donc les principaux logiciels à l'époque, hein, c'était Stella, enfin c'est toujours d'ailleurs, hein, Stella iSync. Donc Stella iSync donc, avait été développé par Barry Richmond, qui était aussi un étudiant du MIT, un peu plus tard hein, que Michel. Et il a, voilà, avec le développement de la micro-informatique, il a décidé voilà, de transformer les logiciels qui existaient déjà, hein, d'en faire des outils pour la micro-informatique. Et c'est donc comme ça que Stella et iSync sont nés au démarrage sur Mac, hein. Ça a marché sur Mac. Et Barry Richmond
qui est décédé assez tôt. Il est décédé, c'était un grand sportif, et puis il avait fait un grand footing, et il est décédé voilà, dans sa cuisine au moment où il revenait de ce footing d'une crise cardiaque, je crois. Et Barry Richmond était quelqu'un de... C'était assez marrant. Tous les mois, il proposait en fait une analyse d'un événement qui avait pu avoir lieu dans le mois, et il proposait un petit modèle. Alors ça pouvait être un événement politique, dans l'industrie, etc. Et il proposait une vision systémique, et il utilisait son logiciel pour faire une petite simulation sur cet événement avec quelques boucles. Et ça lui permettait aussi évidemment de faire le marketing, hein, de son produit. Et ça, c'était assez marrant. Et donc, parallèlement à ça, un peu plus tard, Bob Eberlein a développé donc Vensim. Et aujourd'hui, comme vous le savez, donc, Vensim a été racheté par HPS, enfin par IC, qui s'appelle IC maintenant, qui a été repris par la fille de Barry Richmond. Et c'est plutôt bénéfique parce que ça a donné lieu du coup à des fonctionnalités incroyables dans iSync, notamment ce qui manquait cruellement, c'est le fait d'avoir une vision de la structure systémique du modèle avec les boucles qui se font toutes seules. Et durant la simulation, on voit quelle boucle est active ou pas. Et c'est ce qui manquait vraiment dans Stella iSync, ce pont en fait entre la partie stock flux et la partie systémique. Et donc Bob Eberlein a vraiment apporté, je pense, une fonctionnalité essentielle à Stella et à iSync. Alors j'ai noté quelques clients des logiciels, parce que ça me paraissait important. On avait donc dans les cabinets de conseil, comme on le voit, c'est des cabinets qui étaient donc plutôt anglo-saxons, donc le Boston Consulting Group, puis Marwick, installé en France, mais qui, eux, étaient dotés, comme Braunschweig l'imaginait, d'un Stella et d'un iSync sur leur ordinateur pour pouvoir montrer des petites simulations à leurs clients ou réaliser des modèles, parce que ça faisait partie de leur culture. De nombreuses universités, hein, donc ça, on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'universités qui étaient clientes. L'Ifremer, qui était un très, 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 très gros client, et qui utilisait beaucoup, beaucoup Stella iSync, et puis des grandes entreprises. Donc Renault, France Télécom, Peugeot aussi qui nous avait acheté, Baxter, etc. Voilà, c'était ça voilà, les clients de KBS qui achetaient des logiciels. Les enseignements, donc Michel Karski le rappelle aussi dans un article, hein, donc il y avait donc, de nombreux enseignements à l'IAE de Paris, à l'ENSAE, à l'ECP, pardon, l'École des Mines, l'Université d'Aix, Lyon, le SEA Rennes. Mais ces enseignements restaient des enseignements, on va dire, assez euh, réduits, généralement qui pouvaient aller de 5 à 10 jours pour initier en fait alors souvent plutôt des ingénieurs, parfois des gestionnaires avec l'IA de Paris, donc ça c'est un peu l'exception, pour les initier à la dynamique des systèmes. Voilà, pour leur dire, voilà, la dynamique des systèmes existe. Et généralement, ces écoles faisaient de la dynamique des systèmes parce que ils étaient tournés aussi vers voilà, que fait le MIT, qui était évidemment une grande école d'ingénieurs dans le monde. Et comme le MIT avait et a encore hein, la dynamique des systèmes comme quelque chose de très important dans leur cursus, eh bien, voilà, ils disaient c'est quand même intéressant qu'on puisse initier nos ingénieurs à cette démarche pour qu'ils sachent ce que c'est. Et puis, bon, voilà, j'ai cité quelques ouvrages qui me paraissaient importants durant ces années-là. Donc, il y a Daniel Thiel qui a écrit donc, un livre sur la dynamique des systèmes. À savoir que c'est un livre qui brasse assez large
la notion de dynamique des systèmes, hein. Il y a pas que la notion de dynamique des systèmes telle qu'on peut l'entendre, en tout cas celle que Michel Karski faisait. C'était un peu plus large, et ce que dit d'ailleurs Bernard Pollery dans sa préface. Et puis Michel et Gérard qui ont publié donc, le livre sur la systémique, Agir dans la complexité. Et je cite deux thèses durant cette époque-là, donc celle de Didier et la mienne. Didier donc, venait souvent aussi nous rendre visite. Il enseignait à l'époque toujours à la Sorbonne, hein, à l'IAE. Et du coup, nous ramenait des étudiants. Il y avait parfois des étudiants qui faisaient leur mémoire à l'époque sur des sujets liés à la dynamique des systèmes. Et donc, c'était toujours un plaisir de se voir. Après, donc, je passe à l'avant-dernière phase, donc 2000 à 2020, où pour moi, alors je ne sais pas si c'est lié à ma propre expérience ou au fait qu'on on a finalement arrêté avec Michel l'énergie qu'on a pu mettre dans KBS. À un moment donné, elle s'arrête, hein. Bon, elle s'arrête pour Michel en 2003, où il décide d'arrêter la dynamique des systèmes pour se consacrer à autre chose. Et il arrête vraiment de manière nette. Voilà, toute l'énergie qu'il avait consacrée à KBS et la dynamique des systèmes, il la met dans la musique. Et avec donc un collègue que j'avais rencontré dans une autre expérience, Eric Guillet, qui était un ancien DRH de Heineken, et moi, on a essayé de reprendre en fait KBS, et on a appuyé notre développement de KBS, bien sûr, sur les basiques, la formation, hein, donc les logiciels, les formations à la dynamique des systèmes, et puis la vente des logiciels. Et on a également pu s'appuyer sur une mission que la Sécurité sociale nous avait confiée pour travailler. Bon, à l'époque, il y avait un nouveau parcours de soins qui était envisagé, nouveau parcours de soins pour les patients. Et le patron de la Sécu nous avait demandé de travailler sur un modèle pour étudier les conséquences en fait, sur la qualité des soins, les conséquences que ça pouvait avoir sur la qualité des soins. Et donc, on a travaillé pendant un petit moment sur ce contrat. Alors, deux événements majeurs qui ont lieu. Le premier, c'est que la distribution des logiciels est révolutionnée, c'est-à-dire que nous, les logiciels, on avait besoin de nous parce qu'il fallait importer des disquettes, puis des CD-ROM, et donc on adressait ces disquettes et ces CD-ROM par courrier à nos clients pour qu'ils puissent l'installer sur leurs ordinateurs. Et puis, voilà, avec Internet qui commence à se développer, la société donc, d'iSync Stella voilà, décide d'arrêter en fait ce modèle de développement avec des distributeurs. On n'était pas les seuls, hein. Il y en avait en Italie, en Angleterre, en Norvège, etc. Et ils décident d'arrêter et puis voilà, de partir sur le téléchargement directement depuis leur site des logiciels, et puis du coup de pouvoir éviter d'avoir à reverser en fait euh, une contribution à leur distributeur. Donc ça, c'est un premier événement, du coup, qui fait un manque à gagner quand même important, hein, qui devait représenter peut-être 20%, on va dire, hein, du chiffre d'affaires de la société. Et puis, le gros contrat avec la Sécu n'est pas renouvelé, parce qu'il y a un changement de ministre, donc un changement de patron au niveau de la Sécu, qui, lui, n'était pas du tout intéressé par ce travail, et donc ça s'arrête. Voilà, ensuite, Michel me propose de reprendre les cours
ces enseignements, donc que je reprends avec, avec notamment l'aide d'Hakim Remita à l'école centrale et à, à la Sorbonne. Euh, il y a deux articles hein, qu'on a publiés sur le sujet que j'ai noté. À noter que les cours à l'école centrale s'arrêtent en 2013. Donc voilà, donc, tout ça montre que c'est des choses qui font que ça, enfin, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, hein, que les choses se ralentissent. Et puis il y a aussi la faillite de l'Abset en 98, qui est un événement important où l'industrie donc arrête ses financements et donc l'Abset fait faillite. Elle renaît sous diverses formes et notamment sous la forme de donc, l'AFSET, ça se prononce du coup pareil, qui est fondé en 1999 et une nouvelle revue née qui est donc la Res Systematica, qui est la revue française de systémique à travers donc, cette AFSET qui se recentre plus hein, sur la partie systémique de l'AFSET et qui existe encore aujourd'hui. Pendant ce temps-là, pendant que, selon moi, donc, il y a un ralentissement, on note par contre un développement dans d'autres zones européennes et notamment en Norvège. Mais ce n'est pas non plus un hasard, hein, parce que la Norvège, donc comme je le rappelle sur l'encart jaune, en Norvège, en 1974, il y a donc un- un groupe qui a été créé et qui est voilà, un des premiers centres de recherche sur la dynamique des systèmes en dehors des États-Unis, dont l'initiateur était Roger Randers, donc qui est très très connu dans le domaine de la dynamique des systèmes. Et l'enseignement de la dynamique des systèmes se développe beaucoup en Norvège, alors, notamment avec la création d'un parcours dynamique des systèmes qui réunit quatre universités sous l'impulsion donc, de Paul Davidson et d'autres. Donc Paul Davidson qui avait également fait donc un MBA hein, au MIT, mais lui avec John Sterman, hein, parce que à cette époque-là, euh, Forrester n'enseignait plus. Il y a donc ce parcours dynamique des systèmes qui est créé qui existe encore aujourd'hui et qui fonctionne plutôt pas mal et qui réunit des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde pour leur proposer un parcours sur la dynamique des systèmes qui dure 2 ans. Et puis en 2002 aussi, à noter que c'est en Norvège qu'est lancé donc un des logiciels les plus importants de dynamique des systèmes en Europe, qui s'appelle PowerSim, et qui existe encore aujourd'hui. Et puis il y a d'autres pays d'Europe euh, sur lesquels il y a des choses importantes aussi qui vont se passer. En Angleterre, avec Kim Warren, qui en 98 crée sa société, un peu l'équivalent de KBS, en Angleterre et qui existe toujours. Hein, mais Kim travaille toujours, contrairement à Michel hein, qui avait pris sa retraite. Et puis on peut noter des cours importants, des cursus importants en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, où il y a pas mal de publications qui sont faites au niveau de la dynamique des systèmes. Donc, pendant qu'en France, les choses se ralentissent, il me semble que ce ralentissement n'a pas lieu dans d'autres pays d'Europe, et notamment la Norvège, où là, au contraire, la dynamique des systèmes semble se développer ou du moins se maintenir. Et la dernière période, je vois que je suis un peu long, donc je vais terminer vite. Donc, semble-t-il un rebond que je pourrais évoquer au travers de différents événements. On a
pour ma part, donc à la Sorbonne avec Selmi Nurcan, qui est directrice du master, on a essayé de créer un lien du coup avec Bergen et on a créé un parcours, un nouveau parcours sur la complexité, où on a des étudiants donc, qui vont avoir un parcours en France sur le big data, donc la complexité plutôt de données spatiales, et puis de dynamique des systèmes, pour donner à ces étudiants une vision plus complète de ce que peut être la complexité. Ça, voilà, il existe depuis euh, euh, quelques années maintenant. On a entre 6 et 10 étudiants par an. Mais là, on va essayer de développer avec Selmin et Birgit un double diplôme. Et on espère que ça va du coup dynamiser ce parcours. Voilà, en tout cas, moi, je souhaitais, au travers de ce parcours, que même si on n'a pas pu intégrer le parcours avec les 4 autres pays, ça me semblait important qu'on puisse travailler avec Bergen et profiter en fait de l'excellence des enseignements que Bergen, l'université de Bergen propose. À noter également aussi la publication du livre de Patrice Salini en 2017, Introduction à la dynamique des systèmes. Donc, voilà encore un livre un peu témoignage de Patrice voilà, qui évoque l'ensemble des cours et de l'expérience qu'il a pu avoir dans son parcours professionnel. Euh, les cours d'initiation à l'approche systémique et à la dynamique système complexe à l'école des ponts avec Didier. Donc là aussi, il semble qu'il y ait de nouveau un frémissement sur l'école des ponts, l'école centrale, un intérêt pour la dynamique des systèmes. À noter également le développement de la pensée systémique, c'est-à-dire que voilà, on a l'impression que les causal loop diagrammes et la partie un peu qualitative de la dynamique des systèmes semblent intéresser pas mal de société, c'est souvent lié évidemment aux problématiques on va dire, environnementales, climatiques, etc., où voilà, on commence à se rendre compte que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des conséquences à long terme et que la systémique et la dynamique des systèmes est un outil qui est assez bien, qui est utile pour essayer de voir sur quelle force agir aujourd'hui pour éviter une catastrophe demain. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment la création du chapter français sous l'impulsion d'Arnaud, qui pour moi est un signe du coup d'un intérêt, d'un rebond en France, en tout cas, je l'espère. Voilà, j'ai terminé. Bon, est-ce que je peux poser des questions, enfin, compléter peut-être, Oui, oui, Stéphane? Oui, compléter, vas-y, vas-y, Vraiment, Didier. ton Je pense que exposé si était les gens veulent très intervenir. complet. Très complet, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Simplement, deux, trois observations. Alors, à l'AFSET, moi, je continue à piloter en fait le groupe de dynamique des systèmes, hein, qui est un think tank. Voilà. En ce qui concerne les enseignements en France, alors je ne sais pas si tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu as cité quelques universités, écoles. Bon, en plus, on peut rajouter, puisque moi j'enseigne aussi à l'École centrale électronique de Paris, la dynamique des systèmes un petit peu complexe appliquée au développement durable. Voilà. En 1995, j'ai organisé, quand j'étais prof à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, avec Paul Ray, on a organisé tous les deux une conférence européenne en dynamique des systèmes. Voilà. Peut-être que tu étais présent d'ailleurs, du reste, je ne sais pas si tu étais là. En 95, je sais plus, je me souviens pas. Voilà. Mais non, mais ok, ok. Bon, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu Ouais, parce loin. que j'ai pas, si tu veux, j'ai pas retrouvé de trace en fait de ça. C'est pour ça que je l'ai pas. Ouais, Mais ouais. Ah, il y a d'accord. une chose qui m'intéresse personnellement. Quand tu as parlé du congrès à Bruxelles en 1982, je crois, il y avait d'ailleurs Prigogine, qui était prix Nobel de physique, hein, en thermodynamique. Moi, en 82, j'ai publié un papier que je n'arrive pas à retrouver à la conférence de Bruxelles, qui était la deuxième ou troisième conférence internationale de dynamique des systèmes. Si D'accord. éventuellement tu as trace, ça D'accord. m'intéresse.
Ça Ok. m'intéresserait parce que c'est mon premier papier. Alors, j'en ai publié 6 pour la Société dynamique des systèmes, la conférence, hein. Donc, je suis allé, peut-être aussi comme toi d'ailleurs, Oui. probablement à Boston, à Nijmegen, à Séoul, un peu partout. Donc, il y a pas mal de papiers qui ont été publiés. Je voulais savoir si Michel Karski a publié aussi son livre. Il avait publié un livre. Oui. Je ne sais Il pas a, si tu en as parlé, peut-être. oui, oui, oui. Agir dans la complexité avec Gérard, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, Oui, autant oui, je pour l'ai moi. cité. Je l'ai cité, oui, oui, bien sûr. Ouais, autant pour moi parce que c'était un excellent livre et je Oui, pense oui, qu'il oui, avait oui. fait un très très bon travail là-dessus. Écoute, moi j'ai pas d'autre chose à dire. Simplement, je pense que on est parti, comme tu viens de le dire, en 2020, à un rebond. Je pense, c'est plus qu'un frémissement, hein. Je pense que sous l'égide de donc on va peut-être développer pas mal de choses, hein, j'espère en tout cas. Et puis c'est très bien comme ça. Je pense que c'est important. Alors, ce que je pense aussi qu'il faut dire que quand tu as dit ralentissement, il y a eu pas mal d'échecs en France, notamment sur la recherche opérationnelle en mathématiques, où les gens sont devenus de plus en plus frileux sur la façon un peu d'aborder des problèmes mathématiques au niveau décisionnel. Ça a été un courant de pensée dans les années 80-90 qui a freiné un peu aussi la dynamique des systèmes, bien qu'elle ne s'inscrit pas, puisque c'est pas un système linéaire, elle ne s'inscrit pas vraiment dans la partie recherche opérationnelle, mais je pense que c'est une des explications. Une autre explication aussi, et c'est ma dernière intervention, je pense que les gens considèrent souvent que les mathématiques, enfin la modélisation, c'est une boîte noire et que c'est la propriété de celui qui l'a développée. À mon avis, c'est une erreur et c'est l'intérêt de notre approche diagramme causal, justement, de pouvoir échanger et de pouvoir co-construire ensemble un modèle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben, merci. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des. Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Je crois que Steve avait posé une question, notamment, je ne sais pas si tu as le chat devant toi. Oui, je l'ai là. Le chat. Bonjour. Hein. Merci, top. Mais ne mentionne pas la place de la recherche en France. Ah, une dynamique commerciale, d'accord, mais ne mentionne pas la place de la recherche. Bah, j'ai évoqué quelques thèses en dynamique des systèmes au niveau de la recherche, mais je connais pas, voilà, j'ai pas l'impression que la recherche en France, enfin si, il y a des articles évidemment, par ici, par ici ou par là, il y a des choses qui ont été faites, hein. J'avais moi-même découvert un article d'une anthropologue, Andy Piazza, qui avait développé avec des chercheurs un modèle de simulation sur une île, etc. Mais j'ai pas l'impression ce soit quelque chose de. Pour moi, c'était isolé. Les, les choses qui pouvaient avoir lieu dans le domaine de la recherche. C'était pas quelque chose de très fort, de très puissant. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Parce que sinon, il doit y avoir beaucoup de choses, mais pour moi, c'est de manière isolée. C'est pas, il n'y a pas un courant ou un laboratoire ou comme il peut y avoir au MIT, où il y a vraiment un labo de dynamique des systèmes, où on enseigne et il y a des développements, des choses. Ce qui n'est pas le cas à Bergen, ou à Bergen, là, il y a vraiment voilà, un laboratoire où il y a des recherches qui sont développées. Voilà. Donc bon. Oui, Céline. Il y a ton micro, Pas. Céline, je pense, qui n'est pas ouvert. Il y a la caméra, mais pas le micro. Donc j'appuie sur les boutons. Merci beaucoup pour la présentation. C'est hyper intéressant et moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre ce qui s'est passé. Moi, enfin, est-ce que vous voyez pas aussi le fait que les choses ont été assez stables, enfin, pendant la période que vous décrivez calme,
et que finalement, on est rentré dans des mécanismes, des décisions très court-termistes, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des entreprises, qui font que il n'y a finalement pas eu tellement d'intérêt pour ce sujet-là, du coup commercial. Enfin, du coup, il y a eu des difficultés à décrocher des contrats, tout simplement, et du coup à pouvoir nourrir un écosystème. Et que là, le rebond, il serait. Donc, moi, je travaille beaucoup au Shift Project sur les sujets du numérique. Et en fait, quand on essaye de se projeter dans le temps, dans un écosystème qui est en train de devenir de moins en moins stable parce que perturbé finalement par la crise environnementale, est-ce que la typologie des problèmes qu'on a aujourd'hui, d'après vous, euh, crée aussi ce rebond? Enfin, est-ce que cette analyse vous semble juste, pour le retourner autrement, ou Oui, voilà. oui, clairement. Oui, 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 clairement. C'est ce que j'ai essayé de dire sur le dernier slide, un tout petit peu, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et les gouvernements commencent à prendre conscience qu'il faut se doter d'outils pour pouvoir visualiser le moyen terme et le long terme. Parce qu'une entreprise aujourd'hui, hum, si elle veut exister encore demain, il va falloir qu'elle démontre que ce qu'elle fait aujourd'hui n'a pas de mauvaises conséquences dans le futur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelques articles, notamment un article qui parle de l'entreprise Patagonia, qui a créé en fait son business model en créant un modèle en dynamique des systèmes. Et ils ont créé voilà, une espèce de framework où ils s'interrogent sur la manière de construire leur business, de développer leur process, etc., de sorte à ce que les conséquences sur l'environnement soient respectées et avec le moins d'impact possible. Donc, et à mon avis, c'est des choses qui vont normalement se développer. Enfin, je pense. Mhm. Je note aussi de la part des étudiants ces dernières années un intérêt plus fort pour la dynamique des systèmes. Euh, Oui, je confirme, oui. Mm. voilà. Ils Et sont intéressés par tout ce qui est climat. oui, Ça les intéresse vraiment. oui. Et peut-être une autre petite question. Le terme de systémique est pas, est beaucoup utilisé est beaucoup utilisé. On l'entend pas mal dans la société. Et il me semble que parfois, il est pas bien utilisé. Enfin, moi, dans la dynamique des systèmes, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est le fait d'être à la fois dans des outils de communication et d'échange et de consensus sur quelque chose de complexe, mais d'aller jusqu'au modèle. Et, euh, et je trouve que quand on parle de systémique sans aller, sans faire tout l'exercice, je trouve que ça n'aide pas le sujet. Est-ce que Oui. vous percevez qu'il y a un peu que ça a été un peu pollué aussi par d'autres, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent il y avait des personnes qui vont parler de systémique ou qui vont revendiquer une approche systémique et qui vont pas jusqu'au bout finalement. Et donc, par exemple, avec des boucles de rétroaction positive, ce qui me semble être un des éléments majeurs. Et c'est quand même assez compliqué à modéliser les boucles de rétroaction positive. Et il y en a beaucoup qui vont pas jusque-là, tout en proposant quand même de la simulation et du modèle. Et je pense que c'est pas terrible, quoi. Et je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je pense que Didier va l'évoquer dans sa prochaine conférence, mais pour moi, l'approche systémique, notamment l'analyse causale, elle est faite déjà pour éveiller les esprits et comprendre quelles sont les forces qui composent une structure, qui composent une problématique. Et déjà, c'est déjà bien de savoir ça. Quelque part, de voir qu'on a des boucles explosives qui sont aujourd'hui très fortes et que d'autres stabilisatrices n'arrivent pas à contrôler, c'est déjà une information en soi. Après, effectivement, si on veut aller vers une vraie exploration
de la structure et orienté vers des scénarios, oui, seule la simulation pourra fournir ça. Le modèle causal n'est pas suffisant, mais le modèle causal, déjà, donne envie d'aller plus loin, parce qu'on a compris effectivement que il y a une structure très complexe qui est composée par plein de boucles et que bah, c'est difficile de s'y retrouver et que la simulation peut être une aide effectivement à explorer des scénarios pour pouvoir prendre une décision. Mais je pense que l'approche systémique est très importante parce qu'elle éveille les esprits, elle fait comprendre quand même pas mal de choses. Moi, j'avais deux commentaires, Stéphane, par rapport à ton histoire. C'est l'une qui serait peut-être un peu plus ancienne. Ça serait un retour à Pierre Latil. Parce que finalement, quand tu regardes tout ce qui se fait en cybernétique et sur la pensée artificielle dans les années 50, pour moi, Pierre Latil, c'est l'équivalent finalement de Joël de René. C'est vraiment quelqu'un qui fait du scientifique, mais qui va sur le fait sur un mode journalistique. Et je me rappelle que lorsque l'ouvrage de Latil sort, il y a une préface d'Asimov qui va être traduite en anglais. Et l'ouvrage est dans la bibliothèque de Forrester. Ce qui veut dire que quand tu dis il y a des prémices en France, je pense qu'on a apporté pas mal de choses par la cybernétique à ce niveau-là. Ouais, Il y a tout des à fait. choses qu'on a un peu perdues dans l'histoire finalement de la ligne des systèmes qui pourraient être intéressants à aller retrouver. Mm. Et quand tu lis cet ouvrage de pensée artificielle de Latil, tu retrouves tous les vecteurs qu'il appelle lui de rétroaction, toutes les boucles de rétroaction sont décrites, mais dans l'espace vectoriel. Mais je trouve vraiment intéressant cet ouvrage parce que finalement, il a été traduit, extrêmement commenté et discuté aux États-Unis. Donc, à mon avis, il y a une ligne qui peut être pas mal. Et après, moi, c'est un petit peu ton histoire. Je pense qu'il y a aussi une explication en France pourquoi ça n'a pas marché. C'est qu'années 70-80, c'est quand même le grand débat sur les scénarios, sur la prospective. Et je pense que le courant français, l'école française de Le Sourne, de Godet, du commissariat au plan, parce qu'eux aussi ont créé des logiciels, eux aussi ont essayé de comprendre comment on fait un scénario. J'ai l'impression que cette école française a fait bifurquer la systémique vers une autre approche. Une approche on va dire, qui n'est pas celle des boucles de rétroaction, qui n'est pas celle de la Mm. modélisation Mm. type, mais qui est celle de la prospective. Et je Tout pense à que fait. ce courant-là a pas eu un impact vraiment très Ah, positif sur le développement de mm. la ligne des systèmes. Je ne sais pas ce que Oui, tu en oui, Oui, penses. clairement. si tu permets, je te confirme parce que Michel Godet, avec la méthode Micmac sur la prospective, a effectivement fait pas mal de, enfin, couler de salive et d'encre. Et je pense qu'effectivement, on s'est plutôt détourné. Je suis totalement d'accord hein, sur ce point de vue. Enfin, c'est On un a eu, élément. Arnaud, donc, ok, je connais pas, moi, Pierre Latil, l'auteur que tu viens de citer, mais effectivement, partout, l'origine de la dynamique des systèmes naît au travers de la cybernétique avec Weiner, etc. Et donc, c'est clairement on va dire, la préhistoire de la dynamique des systèmes est bien dans la dynamique des systèmes. Et je pense que tu as raison, c'est important de citer aussi peut-être les cybernéticiens français qui font partie de cette préhistoire de la dynamique des systèmes. Et après, sur les courants, sur la prospective, oui, moi j'ai eu des moments, des moments de solitude hein, quand on a essayé de montrer le modèle de transport qu'on avait fait avec Patrice Salini au ministère du Transport. Bon voilà, j'avais des économètres en face de moi avec une idée bien précise de la prospective et en gros qui nous disait que ce qu'on faisait c'était pas scientifique, que c'était n'importe quoi et merci au revoir quoi. Oui, oui, donc on a eu affaire à des courants de pensée, effectivement, qui étaient dominants à l'époque et qui, voilà, qui avaient leur propre méthode de prospective et qui rejetaient complètement la dynamique des systèmes comme étant quelque chose de pas scientifique, quoi. C'est comme ça Là, qu'ils... là, tu soulèves un point en fait qu'on a tous en discussion, c'est le point méthode où bien le système s'affronte avec l'économétrie. Et on voit effectivement là les deux types d'écoles qui peuvent très vite apparaître. Moi, je vois dans ma discipline hein, sur l'économie, il y a eu un rejet catégorique de cette idée du système qui n'était pas scientifique dès le départ et un basculement complet vers l'économétrie.
Et comme tu le dis, ça a joué un rôle aussi extrêmement important en France, parce qu'on est quand même, les économistes ont créé la société d'économétrie. Et en France, ça a eu un impact énorme sur le poids que peut avoir dans la formation des économistes, qui est carrément inexistence, où il y a quelques cours qui existent de temps en temps, mais Mm. c'est là où on a du mal à passer. Ouais. Et pourtant, pour moi, les deux méthodes ne s'opposent pas. L'économétrie, on va dire, est plutôt orientée sur le court terme, probabiliste, comprendre la dynamique des systèmes, propose d'autres choses. Et pour moi, elles peuvent tout à fait coexister, mais bon, a priori, elles ont toujours été placées en concurrence. Voilà, c'est comme ça. Mais ça a été un peu le drame de Paul Ray, hein, puisque Paul Ray était un économiste et était à Paris 1, je crois. Et il a été un peu écarté à cause de ça, parce qu'il essayait de promouvoir la dynamique des systèmes, et en face de lui, il avait des universitaires et des chercheurs qui n'étaient pas dans ce champ, hein, dans cette discipline. Mm. Tout à fait. J'essaye de reprendre quelques questions. Il y a celle de Philippe Clair qui est quand même assez intéressante pour voir comment aujourd'hui on a été sensibilisé, parce qu'on n'a pas tous formellement la même histoire. Et lui évoque effectivement la trame Arthur Keller, Gaël Giraud. C'est vrai qu'aussi, l'histoire des trajectoires historiques, comment est-on amené à faire de la système dynamique, c'est un petit peu le retour du bâton, c'est de se dire finalement on n'est pas rentré de la même manière. Et quand on pose l'histoire, ça peut être intéressant aussi de voir comment de tels acteurs aujourd'hui participent ou non à cet engouement. Oui, tout à fait. Je ne connais pas, moi, Arthur Keller. Mais du coup, je vais aller voir la vidéo. Mm. Euh, Après, je comprends que c'est quelqu'un qui a travaillé sur. Ah oui, non, Gaël Giraud sur le modèle Midos. Oui, mais voilà, en fait, oui, il y a effectivement tout le courant de Midos a donné lieu évidemment à un intérêt important en France et probablement a aussi permis de développer l'idée de la dynamique des systèmes. Mais c'est quand même très centré sur le modèle Midos d'évolution de la population mondiale, etc. C'est pas la dynamique des systèmes dans son ensemble. Euh, c'est toujours centré sur le thème qui aujourd'hui est effectivement important parce que ça fait un peu le succès de la dynamique des systèmes, hein, grâce à ce modèle Meadows, Forrester, c'est sûr que c'est un des modèles les plus importants. Mais la dynamique des systèmes, ce n'est pas que ça. C'est plus large que ça. Mais c'est un point d'entrée effectivement important. Bon, on a un petit peu dépassé le temps, mais si Oui, quelqu'un a une dernière question, on peut éventuellement la prendre, ou sinon on refermera la conférence. Écoute Stéphane, je crois on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense que tout le monde a dans le chat, et je pense par leur réaction, ont beaucoup apprécié cette présentation qui est vraiment très claire, et je pense qu'on en avait besoin tous, hein. bon, bah, tant mieux. Ça nous réconforte sur l'idée qu'on a des choses à apporter en France, Ouais, c'est important. ouais, Et qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui se passent également dans les entreprises, parce que ça aussi, c'est un point important. C'est de montrer qu'il y a bien une existence, il y a bien une histoire de la dynamique système dans les entreprises. Et ça, c'est une très, très bonne chose. très bien. Et puis bah, à ta disposition pour peut-être développer un article qui du coup intégrera tous les éléments qu'on a pu complémentaires qu'on a pu entendre aujourd'hui. Ouais. Non, non, mais ça, l'idée aussi, c'est que ces conférences puissent déboucher sur des articles, hein, puisque c'est aussi ce que requiert la société, hein, la SDS, c'est qu'on puisse aussi communiquer ce que nous, on publie ou ce qu'on pourrait publier. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là. Donc oui, et je pense que les papiers à 2, 4, 6 ou 8 mains sont extrêmement nécessaires pour reconstruire cette histoire. Très bien. Écoutez, merci à tous. La prochaine visioconférence, c'est en avril. C'est Didier qui la présentera sur justement les CLD, hein, les causal diagrams. On verra avec, hein, comment fixer les journées et un petit peu les horaires. Je vous ai mis à tous
normalement un petit sondage pour pouvoir, par rapport à ce que propose Didier, retenir une date. Donc n'hésitez pas à remplir sur le réseau, donc LinkedIn, ce petit sondage. Eh bien écoutez, bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.